Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Au sommaire, la colère des enseignants du collège K1 de Kaweni qui en ont assez des agressions à l'intérieur et aux abords de leur établissement. Les délégués du personnel se sont saisis de l'affaire. Yann Durosa en fait partie, il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors une réunion a eu lieu ce matin, nous verrons dans quelques instants avec vous ce qu'il en est ressorti. Avec nous également sur ce plateau, Sophie Yvé, bonsoir. Bonsoir Amina. Alors aujourd'hui est un jour pas comme les autres pour vous Sophie. On verra pourquoi à la fin de ce journal, mais d'abord voici les titres de ce mercredi 1er avril. À moins de 24 heures de l'élection du nouveau président du Conseil général, rien n'est encore fait. Les tractations continuent aujourd'hui. Entre info et intox, nous ferons le point. L'insécurité continue à s'installer aux abords du collège K1 de Kaweni. Pour en parler, une réunion syndicale a eu lieu ce matin. Explication dans ce journal. Plusieurs disparitions de pêcheurs ont été enregistrées depuis le début de l'année. L'association des pêcheurs de Petite Terre en profite pour rappeler aujourd'hui les procédures de secours en mer. Reportage à la fin de cette édition. Dernière ligne droite avant l'élection du nouveau président du Conseil général de Mayotte. Du coup, les tractations continuent et continueront jusqu'à tard dans la soirée. Nous vous l'annoncions hier, les noms de Daniel Zaidani et Sobadine Ibrahim Ramadani sont quasi confirmés. Mais aujourd'hui, d'autres noms sont révélés. Et Fatima Betty Daoudou. Alors, si les dés sont bel et bien jetés, si rien n'est encore joué, voici les explications de Camille Leca. Les choses se compliquent à la veille du 3e tour des élections départementales. Les deux leaders, Daniel Zaidani et Sobadine Ibrahim Ramadani, ne pourraient pas être les seuls en course. En cours de route, deux autres conseillers auraient fait connaître leur souhait de concourir. Il s'agirait de deux élus du binôme UMP de Tingoni, Ousseni Benissa et Razafina Fatimati Binti Darouchi. Le groupe de conseillers UMP pourrait donc se retrouver dans l'embarras avec 3 candidats à la présidence. Les négociations ouvertes lundi vont donc continuer jusqu'à la dernière minute. Du côté MDM, une candidature d'Ahmed Atoumani Douchina n'est pas non plus complètement exclue. Si demain matin, aucune majorité absolue, plus de la moitié des suffrages exprimés, ne se dégage des candidats proposés par les différents partis, un second tour devra être organisé. Et s'il faut aller jusqu'à un 3e tour, le président ou la présidente sera élu à la majorité relative, c'est-à-dire sur la base du plus grand nombre des voix obtenues par un candidat par rapport à ses concurrents. Enfin, si l'on se retrouve face à une égalité, c'est le candidat le plus âgé qui l'emportera de fait. Ce soir, le casse-tête reste entier et toutes les alliances sont encore possibles. Le suspense est à son comble. Plus que quelques heures donc avant l'élection du nouveau président du conseil départemental. En 2011, à l'heure de Mayotte département, comment les Mahorais avaient-ils vécu cette toute première élection? Candidats, tractations, retour sur les temps forts avec Assinia Moussa et Fred Souleymana. Le 3 avril 2011, Mayotte devient le 101e département français et découvre un nouveau visage, celui d'un jeune homme politique qui présidera pendant 3 ans le Conseil général de Mayotte. Diplômé d'un DESS de chargé d'études économiques, Daniel Zaidani a 35 ans à l'époque. Élu conseiller général du canton de Pamandi, avec l'étiquette du MDM, Mouvement départemental mahorais, il obtiendra 10 voix contre 9 et succédera à Ahmed Atoumani Douchina. Donc je m'étais préparé mentalement dans mon canton à toutes les éventualités que je pouvais être battu dans mon canton, de ne pas être là, comme aussi je me suis mentalement préparé pour aujourd'hui. Autre particularité de l'élection, alors que le 3e tour devait se tenir le 31 mars, les conseillers généraux la boycottent. En cause, le décès de l'un des membres des conseillers généraux, Ahmed Madi, élu de Bouigny. Elle a été reportée pour le 3 avril. Pour une telle journée, avec une attente très forte des Mahorais, c'est une journée symbolique où tous les pays sont en admiration pour cette journée devant la population de Mayotte, que ce sabotage soit fait. C'est une honte. Ça fait longtemps qu'on attend la départementalisation. Donc là déjà on est dans la départementalisation, mais il y a juste la fête qui symbolisait tout, donc ils ont tout gâché, même si c'est prévu pour dimanche, mais quand même ça ne sera pas pareil comme aujourd'hui.
Depuis, Mayotte n'a pas fini d'avancer et de changer. Département, puis région ultra-périphérique européenne en 2014, pour enfin un nouveau conseil départemental qui accueillera 26 conseillers au lieu de 19 auparavant. Et aussi avec plus de voix féminines. Car contrairement à la promotion 2011, dans laquelle une seule femme a siégé dans l'hémicycle, Madame Sarah Moussoun, 13 femmes sont élues aujourd'hui. Ce n'est plus un secret pour personne, les pratiques frauduleuses lors des élections sont monnaie courante à Mayotte. Ce matin, sur les ondes de Kwezi TV et radio, le premier adjoint au maire Bakar Ali Boto a confirmé que des candidats achetaient les voix de certains électeurs. Argent, carton de Mabawa ou même alcool, tout est bon pour acquérir des bulletins supplémentaires. Mais qu'il s'agisse des électeurs ou des candidats, personne n'est dupe. Le jour J, chacun ne votera finalement que selon ses convictions. Reportage Shakila Youssouf et Leslie Limné. Achat de votes et autres actes de corruption en tout genre. Mayotte, comme d'autres territoires, est confrontée aux pratiques frauduleuses pendant les élections. Pendant le scrutin, les électeurs sont rois, ils n'ont qu'à demander et ils sont servis. Bon nombre d'entre eux avoueraient même avoir perçu de l'argent en échange d'un vote. Pour corrompre, certains candidats utiliseraient aussi les avantages en nature entre les caisses d'ailes de poulet, les boissons alcoolisées ou les cartouches de cigarettes. Les électeurs ont l'embarras du choix. Je suis un roi le jour des élections parce que le matin, je me lève avec un billet de 10 € dans la poche ou 50 €. Après, je ne marche pas parce que je rentre juste dans une voiture pour aller voter. Ils sont venus me trouver. Ils me proposaient de comment le vote dimanche, ça serait comment. Après, ils me disaient que si on vote pour lui, il nous donnerait tout ce qu'on veut. Après, on a dit tout. Il a dit oui. D'abord, il a donné d'abord de la bière. Après, de quoi boire et des cartons de Mambawa. Après, de l'argent encore. Et quand on demande aux militants chargés de tout distribuer aux électeurs, ils expliquent les raisons qui les poussent à corrompre. On comprend que l'engrenage de la quête du pouvoir pousserait tous les politiciens, quel que soit le parti, à avoir recours à ces pratiques. Gagner les élections, il faut faire face. C'est pas partout le moyen, parce que les moyens qui sont punis par la loi, on était contre. Dès le départ, on était contre, mais on était obligé de faire face. On a des contacts qu'on appelle logistique. Il y a des chefs de camp, donc les logistiques, j'ai 50 personnes que je peux regrouper dans un camp et qu'il me faut 20 000 €, il me faut 2 000 €, il me faut 1 000 € ou avec de l'alcool et des mabawa et puis je m'en charge pour aller le faire voter. Des pratiques de corruption qui seraient légion sur le département, une information qui a même été confirmée par le premier adjoint de la mairie, Bakar Ali Boto. Dans la matinale aujourd'hui, il parle de l'existence d'électeurs et de candidats corrompus. Chacun sait que tout le monde ne pourra pas être président. Ouais. Donc ceux qui ont envie de l'être, ils mettent les moyens. Et c'est comme ça. Mais bon, dans le détail, chacun passe sa demande ou sa commande. L'argent en fait partie. Et autre chose aussi. Mais l'argent, c'est ce qui est le plus simple. Et certains l'ont beaucoup plus facilement. Et d'où vient cet argent alors? Parce que l'argent, ils ne peuvent pas l'inventer. Mais c'est pas un virement et un chèque bancaire. Je pense que c'est de l'argent en espèces. Ce qui est certain, il vient d'un compte à l'autre. Toutes ces corruptions électorales posent aussi la question de la provenance des fonds des partis politiques et donc de la transparence des comptes de campagne. L'ensemble des personnes qui témoignent dans ce reportage espèrent que les autorités fassent enfin appliquer la loi. Pour les élections locales, les politiciens pris en flagrant délit de fraude s'exposent à des sanctions prises par le tribunal administratif ou le Conseil d'État. Des sanctions qui peuvent aller, selon les cas, jusqu'à l'inéligibilité des candidats. Et pour cette dernière ligne droite des élections départementales, certaines langues se délient, comme celle de Salim Déré, candidat UDGS dans le canton de Bouéni, battu au second tour. Sur notre antenne, il a déjà annoncé qu'il se retirera de la politique en 2020 à la fin de son mandat de premier adjoint à la mairie de Bouéni. Aujourd'hui, il dénonce un terrain politique miné. On l'écoute au micro de Patrick Millan. Moi, j'ai l'habitude, je suis assez, d'après les gens, hein, c'est pas moi qui me juge. Les gens ils disent que je suis conciliant, je suis toujours entouré d'amis, et donc je préfère être entouré d'amis plutôt que d'avoir des ennemis autour de moi chaque fois qu'ils se prennent pour des amis. Donc, c'est pour vous dire que globalement, je vais travailler, mais très sincèrement et avec beaucoup de
d'énergie avec l'équipe municipale autour de Mouslim Abdourahmane qui est maire de Bouéni. Mais en 2020, j'arrête la politique. Et voilà quoi, je ne me présenterai pas, mais je soutiendrai toujours. Je défendrai les idées que le groupe défendront. Je soutiendrai un candidat, je ne serai jamais candidat et je l'espère bien. 5 ans, c'est encore loin, vous allez me dire. Mais la décision, elle est bien prise. C'est en concertation avec mon épouse que j'adore. Et donc voilà. Donc c'est une déclaration officielle que vous nous faites? C'est une déclaration officielle. Pour la énième fois, le collège K1 de Kaweni a fait parler de lui et malheureusement, ce n'est pas en bien. Hier, en effet, un élève s'est fait exclure de l'établissement pour avoir agressé un professeur. Ce matin, les représentants du personnel se sont rassemblés afin de trouver une solution. Davantage de précisions avec Asnia Moussa et Fred Souleymana. Depuis 11h30, les cours ont été suspendus. 70 représentants syndicaux se sont rassemblés autour d'une table afin de montrer leur mécontentement face à la récurrence des agressions au collège K1. Donc les collègues, on arrive à un tel point d'exaspération, de saturation, de fatigue par rapport à la violence verbale, violence physique, très souvent, très agression quand même depuis le début de l'année officielle. Encore aujourd'hui, une surveillante, 2 surveillants qui se font agresser par le même élève qui a agressé lui-même hier une enseignante. Donc à un moment donné, on en a marre. On va essayer de tirer le signal d'alarme par rapport à ces questions-là de violence dans notre établissement. Nous sommes un établissement difficile, compliqué, un des plus anciens de l'île. En plus de l'insalubrité et de l'état de délabrement des infrastructures, le personnel de l'établissement pointe du doigt les violences et menaces dont ils sont victimes. Et si leurs agresseurs se trouvent souvent parmi les élèves, ces derniers sont à leur tour la proie de jeunes délinquants qui sévissent aux abords de l'établissement. J'ai un peu peur, mais je crois que l'école a vraiment changé parce qu'il y a beaucoup de voyous qui viennent ici. Et je crois que ça doit changer. Je sais pas, parce qu'aujourd'hui, il y avait une personne, je sais pas, un garçon qui se battait. Je sais pas s'il se battait, mais il y avait toute la police qui était venue ici et l'ont arrêté. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de voyous, ça devrait changer. Après la réunion qui s'est tenue ce matin, les représentants du personnel ont décidé d'exercer leur droit de retrait, et ce, dès demain matin. Un mouvement qu'ils comptent maintenir jusqu'à ce qu'il soit reçu par le vice-rectorat de Mayotte. Le cabinet directeur de cabinet rencontrera le personnel du collège K1 demain. Yann Durosa, vous êtes enseignant dans cet établissement et vous êtes également délégué du personnel. Pourquoi en est-on arrivé là dans cet établissement? On arrive à un degré très important de violence dans l'établissement. À peu près une quinzaine d'agressions physiques fortes envers les personnels, qu'ils soient surveillants, qu'ils soient enseignants. Tout le monde est concerné par ces agressions au sein du collège. Je ne parle pas des agressions verbales, qui sont quotidiennes, qui sont à chaque cours. Donc on arrive à un ras-le-bol, à un point extrême, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, aujourd'hui au collège, où une agression hier d'une enseignante, où deux surveillants aujourd'hui se font agresser par le même élève qui revient au collège, qui réussit à rentrer pour régler ses comptes et s'en prend à 2 surveillantes et à la porte qui fait exploser de la vie scolaire. On a des personnels extrêmement exposés, que ce soit les surveillants qui jouent un rôle extrêmement important, mais qui sont en nombre réduit. On est à 10 équivalents temps plein, c'est-à-dire 10 emplois, même s'il y a plus de personnes, 10 emplois de surveillants au collège pour 1500 élèves avec un public très difficile. Nous sommes un établissement éclair, c'est-à-dire qui est dans le dispositif d'éducation prioritaire. Nous passons REP+, Réseau Éducation Prioritaire Plus, l'année prochaine. Ceci devrait s'accompagner de création de postes massifs de surveillants pour pouvoir être présents sur tout l'établissement, quadriller l'ensemble du collège pour prévenir les sorties d'élèves. Le nombre de sorties d'élèves qui se font en escaladant les grillages, qui rentrent, qui sortent, qui se baladent à droite et à gauche, toujours dans ce sentiment de violence larvée, présente, prégnante de partout. Et l'exaspération a été totale aujourd'hui de la part des collègues. Et est-ce que vous avez l'impression d'être abandonné et par les autorités publiques et par le vice-rectorat ? Nous avons été abandonnés au collège de Kaweni 1. Il faut voir dans quel état il est aujourd'hui. C'est un des plus vieux établissements de l'île. Ce sont les 3 historiques, ce que j'appelle Timkoura, Chikoni et Kaweni 1. Ça en fait partie. Un bâti
pas du tout adaptées pour accueillir 1500 élèves, des coursives qui ne sont pas du tout adaptées, une géographie des bâtiments à revoir totalement, une enceinte qui n'est pas où on trouve des trous, le grillage a des trous, rien n'est vraiment refait. Il nous faudrait une sécurisation beaucoup plus importante et surtout pour nos élèves qui sont en grande difficulté, une sanctuarisation de notre établissement. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et sans ça, oui, on se sent abandonné. Même si sur une étiquette on passerait plus, même si on entend, et j'espère qu'on entendra demain de la bouche des représentants du vice-rectorat, je vous dis qu'on sera reçu pour l'instant, je n'ai pas une nouvelle par rapport à cette réception éventuelle, nous l'espérons puisque nous leverons notre droit de retrait en fonction de l'entrevue avec les représentants du vice-rectorat, mais c'est quelque chose d'extrêmement important qu'on puisse sanctuariser notre établissement. C'est un collège des plus difficiles de Mayotte, dans un quartier où cette jeunesse est en mal de vivre, en mal-être permanent et qui redonne ça par cette violence qui jaillit sur les personnels, dans leur bouche et par leur comportement parfois limite. Alors là, on parle du collège K1 de Kaweni, mais est-ce que ce qui s'y passe est à l'image de ce qu'il y a à Mayotte, dans les établissements? Alors, on sait qu'enseigner à Mayotte dans les collèges et lycées, et même dans les écoles primaires, est tâche difficile. On l'a vu encore la semaine dernière au lycée de Mamoudzou. Du temps où j'étais ici, de 2010 à 2012, il y a eu un mort au lycée de Mamoudzou. Donc, on voit qu'enseigner ici dans les différents collèges et lycées de Mayotte, c'est chose difficile. On sent que la violence est de plus en plus forte du côté de cette jeunesse. Ça, c'est indéniable, ça se constate tous les jours, que ça soit à travers des cambriolages faits par des très jeunes mineurs ou que ça soit dans nos établissements scolaires. Oui, il y a des zones peut-être un peu plus tranquilles, il y a des zones un peu plus tranquilles, mais on sait que certains établissements sur l'île de Mayotte, sur le département, connaissent de grandes difficultés par rapport à la gestion de la sécurité. Alors, vous serez reçu normalement demain par le directeur de cabinet. Nous l'espérons. Du vice-recteur. Qu'est-ce que vous attendez, clairement? On attend une écoute importante. Nous sommes le début avril. Cela fait à peu près 7 mois, 8 mois maintenant que la rentrée a eu lieu. Nous sommes soi-disant un établissement sur lequel il y a une lumière qui est portée de la part du vice-rectorat. On passe en REP+, on vous donne des moyens supplémentaires, etc. etc. Nous n'avons pas eu de visite de la part de Madame le vice-recteur. Madame le vice-recteur s'est rendue avec le préfet de Mayotte pour aller voir les bâtiments de K2, K3, qui sont très beaux, qui sont climatisés, qui sont larges, spacieux, avec des moyens, plus de surveillants que chez nous. Mais venez nous voir. Venez voir dans l'état dans lequel se trouve notre établissement. Venez voir les difficultés que rencontrent nos enfants, nos jeunes qui sont dans les classes. Des difficultés scolaires majeures. Et donc, si on n'a pas cette prise en charge et cette vision de notre système scolaire ici sur Mayotte, particulièrement sur K1, puisque nous sommes représentants des personnels sur K1, on n'arrivera à pas grand-chose. Les difficultés sont énormes vis-à-vis des enfants. Énormes. On a des problèmes d'illettrisme. Les résultats au brevet blanc ont été extrêmement catastrophiques. Donc, on voit que les difficultés sont là, les difficultés sont énormes, le gap est extrêmement important à franchir, et c'est avec l'institution qu'on peut y arriver. Des moyens supplémentaires, une vraie prise de conscience qu'il faut entretenir ces bâtiments, réellement entretenir ces bâtiments et avoir une vraie vision en matière d'éducation par rapport à ces établissements difficiles. Merci beaucoup Yann. Nous suivrons justement les conséquences de cette entrevue qui est attendue pour demain avec les membres du vice-rectorat. Le 17 février dernier, des déversements dans le lagon et la mangrove provenant de la station d'épuration du Baobab avaient été constatés. La préfecture avait même ordonné l'interdiction de la baignade entre le port de Mamoudzou et la plage d'Antarabé à Passamenti. Les choses sont rentrées dans l'ordre aujourd'hui. Les services de l'ADEAL indiquent que l'interdiction est levée. Depuis dimanche, ces 2 pêcheurs de petite terre sont sortis en mer et n'ont pas donné de signe de vie depuis. L'appel à l'aide de la disparition a été fait mardi. La préfecture, avec un peu de retard, a procédé aux recherches. Ce reportage de Shakila Youssouf et de Fred Souleymana. Comme tous les matins, Saïd Salim et Mamadi Wardi, 2 pêcheurs du quai de Petite Terre, prennent leur embarcation pour se rendre en mer. Après une journée de pêche, ils regagnent habituellement la terre ferme aux alentours de 15 h. Sauf que dimanche dernier, alors qu'ils devaient être déjà rentrés, ils n'avaient toujours pas donné signe de vie. Oui, il y a 2 pêcheurs, un pêcheur professionnel, le deuxième, je crois que c'est un ami qui est souvent ici à la plage. Peut-être ils sont partis. Le vendredi passé, il y avait 2 poissons qui étaient au DCP de Msamboro. Ils ont eu les informations
Là, ils sont partis le dimanche aller là-bas. Bon, c'est pas. Parce que ça arrive souvent, on est sur un DCP, ça ne morde pas, nous on déplace chercher le poisson. Ayant pris connaissance de la disparition le lendemain des faits, le président des pêcheurs n'a prévenu les services de la préfecture que 2 jours après. Et même si cette alerte tardive amoindrit les chances de survie, du côté des pêcheurs, l'espoir prédomine. Ils ont un jerrycan d'eau, ils arrivent avec du matériel, de nourriture. Le risque, si la barque est retournée, c'est là. Même la barque est retournée, parfois ils arrivent à être sur la barque. Là, on est là, on écoute les informations qui sont envoyées par les autorités. Les autorités, ils informent le bateau qui sont aux environs, qui fait la pêche, le bateau de commerce, le bateau de pêche. Ah, ça, j'ai un grand espoir qu'on peut le retrouver. Pourtant, la préfecture a mis les moyens pour équiper les pêcheurs, radios et gilets de sauvetage. Mais d'après les dires du président des pêcheurs, très peu d'entre eux savent s'en servir. Pour l'heure, les proches attendent impatiemment des nouvelles des services de secours en mer, car pour eux, chaque minute supplémentaire est un vrai supplice. Et on rappelle qu'en cas de problème, vous pouvez appeler le CROSS, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage, depuis un téléphone en composant le 196 et depuis une radio VHF en utilisant le canal 16. Il est temps à présent de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mercredi 1er avril. Augmentation du prix du carburant, remplacement des distributeurs de billets de la BFC. Toutes les précisions avec Camille Decaz dans l'actualité en bref. Depuis quelques jours, les 2 distributeurs extérieurs de l'agence BFC de Mamoudzou ont disparu. Une situation qui complique la vie des clients. Pour retirer de l'argent, ils doivent se rendre à l'intérieur de l'agence. Problème, seuls 4 gabiers sont disponibles et selon les usagers, les files d'attente débordent. Du côté de la direction, on indique qu'aucune plainte n'a été enregistrée au guichet d'accueil. La livraison des 2 nouveaux automates extérieurs a été effectuée aujourd'hui. Ils sont en cours d'installation et devraient être en état de marche dans quelques jours. À partir du 1er mai, le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Caner, devrait être en visite officielle sur le département. Ce déplacement doit encore être confirmé par le ministère, mais cette visite devrait porter sur la situation urbaine de Mayotte. Et il y a de quoi faire. En termes d'équipements sportifs, par exemple, le département est classé dans les derniers, avec un taux d'équipement de seulement 1,4 équipements pour 1000 habitants. En comparaison, le département rural de la Corrèze en compte 14,8 pour 1000 habitants. Les prix du carburant et du gaz repartent à la hausse pour le mois d'avril, une hausse déjà amorcée le mois dernier. À partir d'aujourd'hui, le litre de sans-plomb s'affiche à 1,46 € du litre, soit 4 centimes de plus qu'en mars et 14 centimes de plus qu'en février. Pour le diesel, le prix du litre est fixé à 1,18 €, soit 2 centimes de plus qu'en mars et 8 centimes de plus qu'en février. Mêmes augmentations constatées pour le pétrole lampant qui grimpe à 83 centimes le litre et le mélange détaxé à 97 centimes le litre. La bouteille de gaz enregistre elle une hausse de 50 centimes pour atteindre le prix de 25,50 €. Poisson d'avril oblige, les médias mahorais ont fait sourire ce matin avec leur lot d'actualités bidons. Dans son dossier du jour, France Mayotte Matin a choisi d'annoncer la fermeture de l'hémicycle Younoussa Bamana pour les élections de demain. En cause, des travaux qui n'auraient pas été finalisés à temps et qui remettraient en cause la sécurité. Autre info surréaliste qui aurait pu réjouir les automobilistes, le démontage des haricots et des lignes de béton de la route nationale 1 à Kaweni. Un poisson d'avril signé des Nouvelles de Mayotte. Le journal de Mayotte a aussi frappé fort. Ces journalistes ont carrément annoncé la venue de Rihanna au stade de Combani le 10 avril prochain. Une grosse intox qui a fait réagir sur les réseaux sociaux. Happy Birthday KTV, non, ce n'est pas un poisson d'avril, mais bien les vœux d'anniversaire que nous adressons à KTV qui fête aujourd'hui ses 4 années d'existence. Info, culture, sport et animation. Depuis sa création, la chaîne n'a cessé d'étoffer sa programmation. Retour sur les débuts de KTV avec cette bande-annonce.
il y a à peu près une demi-heure, un camion a heurté une quinzaine de piétons, de randonneurs. Le camion s'est mis effectivement sur la tranche, sur le côté. 4 années maintenant que KTV existe, Sophie, vous avez vu la chaîne évoluer. Et aujourd'hui, KTV, c'est devenu la chaîne que beaucoup de Mahorais regardent, ici et à l'extérieur. Oui, KTV, en tout cas, c'est ce que nous disent les téléspectateurs, parce qu'on reçoit beaucoup de messages, surtout sur la page Facebook de KTV, mais également depuis qu'on a l'infocoesie.fr qui a également les replays, beaucoup de messages et beaucoup de messages de sympathie, parce que pour eux, c'est la télévision de proximité pour Mayotte. Alors, quels sont les programmes qui ont marqué et qui cartonnent en ce moment sur KTV? Alors, les programmes en fait qui marchent très très fort, c'est effectivement l'info. Parce que c'est quand même ce qui marque aussi l'arrivée de Kwezi, puisque je rappelle qu'il y a 4 ans, il n'y avait qu'une chaîne publique qui ne donnait du coup qu'un sens d'information. Là maintenant, la chance en fait qu'ont les Mahorais, c'est de pouvoir justement avoir une diversité de traitement d'informations. Et je crois que c'est vraiment là-dessus que KTV et notamment le JT que vous présentez a vraiment pris du poids, puisqu'on a commencé avec 6 minutes, ça a été des JT enregistrés et maintenant on est quand même tous les soirs en direct, avec également les rendez-vous de l'info le week-end, mais également du divertissement. Et je crois que c'est aussi cette réussite de savoir mêler en fait le sérieux et un petit peu l'humour et le divertissement. Alors KTV n'est pas vue qu'à Mayotte, dans la région et bien au-delà. C'était une volonté particulière des membres de la chaîne? Oui, tout à fait, parce que les Mahorais sont partout aussi. Il y a une diaspora, si on peut l'appeler comme ça, ou en tout cas, il y a aussi des gens qui s'intéressent à Mayotte, notamment dans la région, c'est bien aussi qui savent comment ça se passe. Quand il y a eu la départementalisation, eh bien, il y avait la possibilité aussi pour d'autres gens de pouvoir découvrir. Donc, c'est effectivement une volonté, et ça a été d'ailleurs une des premières actions, puisque le fait que KTV ait commencé sur Parabole avait déjà permis en fait de s'ouvrir à l'océan Indien. Alors KTV est présent dans beaucoup d'événements ici à Mayotte, donc tout ce qui est important, KTV y est, notamment demain avec l'élection du nouveau président du conseil départemental. Oui, et puis alors autant vous dire que c'est toujours des challenges, parce que forcément on n'a pas forcément les moyens de nos confrères, mais en tout cas on tient à y être systématiquement, comme là je tiens à remercier vraiment toute l'équipe de KTV, puisqu'on vient de vivre plusieurs semaines d'élections, et c'est très intense pour une petite équipe comme KTV. Alors Sophie, merci beaucoup pour ces précisions. On espère que la télé va encore continuer à grandir. On l'espère aussi. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les nouvelles du temps pour la journée de demain avec la météo d'Ornay-la-Périne. À 19h35, vous retrouverez l'invité du temps de parole, Bakar Ali Boto, premier adjoint à la mairie de Mamoudzou. Il était ce matin au micro de Patrick Millian. À noter aussi que vous pouvez voir et revoir l'actualité en continu sur notre site l'infocoesie.fr. Bonne soirée à vous sur KTV.